Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans cette salle de recherche de l'ABU. Je suis Catherine Dufour, je suis responsable de la com et de l'animation culturelle à l'ABU. Nous accueillons ce soir Monsieur Benlala, que je remercie d'avoir pris la peine d'être là, à l'initiative de Françoise Simazochi et de Ferruja Alouache, qui sont toutes les deux enseignantes-chercheuses au département littérature de Paris 8, en section littérature francophone. Et c'est à leur initiative qu'a été créée cette bibliothèque francophone de Paris 8, dont nous avons la joie de vivre la première édition. Je vais donc passer la parole successivement à Madame Alouache, puis à Madame Simazochi, et enfin à Monsieur Omar Benlala, lequel souhaite vous exposer, vous faire un bref exposé et souhaite surtout que la parole circule parmi vous et que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc préparez vos questions. Une dernière petite chose, on souhaite vivement que vos portables soient éteints, voilà, et c'est-à-dire en mode silencieux, pas en mode vibreur, sinon ça va faire bzzz pendant 1h30 et ça va être agaçant. Voilà, donc merci de mettre vos portables sur silencieux. Et bien, je passe la parole à Madame Françoise Simazochi. Je remercie la bibliothèque et Catherine Dufour d'avoir permis la mise en place de ce projet. C'est un projet que j'avais depuis quelques temps et l'arrivée de Ferruja au département cette année a été assez déterminante parce qu'on a pu se mettre ensemble à travailler à cette idée. C'était une idée qui nous tient à cœur, faire rentrer de nouvelles lectures francophones dans notre bibliothèque universitaire, qui est une très très belle bibliothèque, très agréable pour y travailler, mais dont on s'aperçoit que le rayon francophonie est un petit peu maigre par rapport à nos attentes. Donc nous allons essayer de travailler toutes les deux dans ce sens, dans le sens de l'étoffer. Et puis c'est aussi le fait de faire apparaître le fait que la bibliothèque francophone, au-delà de celle qu'on veut faire vivre à Paris 8, est une bibliothèque immense. C'est la bibliothèque du monde, hein, puisqu'on parle français sur les 5 continents. Et on aimerait bien, toutes les deux, même si nous avons nos domaines, nos aires de recherche un petit peu forcés, par le nombre d'écrivains qui existent, on ne peut pas toucher à tout le monde, connaître tout le monde, mais on aimerait bien que soit porté à la lecture et à la connaissance des étudiants et des autres personnels et des personnels de l'université, cette bibliothèque et tous ces écrivains qui existent, dont la lecture est souvent très stimulante. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Cette bibliothèque, c'est vraiment cette idée d'essayer de faire lire des choses, d'aller vers des auteurs qu'on connaît moins ou qu'on connaît pas encore, ou qu'on connaît à peine, voilà. C'est ce qui est le cas de Monsieur Benlala, qui a écrit déjà qui en est à son 3e texte à publier, et qui mérite, selon nous, tous ces auteurs, d'être lus, discutés au sein de notre université, de notre bibliothèque. Donc nous avons initié un cycle de rencontres. Vous êtes le premier à ouvrir ces rencontres. Nous avons l'intention l'année prochaine de recevoir d'autres écrivains au fur et à mesure, en fonction des disponibilités de chacun, en espérant à chaque fois que ce sera pour vous l'occasion de lectures nouvelles et d'échanges autour de ces lectures. Donc voilà, je remercie encore une fois la bibliothèque, Monsieur Benlala, Ferruja, avec laquelle je travaille en très grande complicité, de rendre possible cette bibliothèque francophone. Un petit mot bref. Donc, merci à vous tous d'être ici pour cette pour cette inauguration de la bibliothèque amoureuse francophone. Vous aurez des nouvelles très bientôt par rapport à un beau livret qu'on est en train de préparer avec Françoise. Je voudrais aussi remercier Catherine et son collègue qui nous ont écoutés et nous ont permis d'inaugurer ce cycle de séances. Merci à Omar d'avoir accepté notre invitation. Je parlerai d'Omar en deux
en 2 mots tout à l'heure aussi. Je voudrais aussi dire merci aux étudiants de master, ici présentes et présents, qui ont accepté de lire les œuvres d'Omar très rapidement, de se documenter. Donc Omar viendra dans un cours avec nous pour prolonger le projet. Merci aussi non. Pas de merci. Non, ce que je voudrais dire, c'est que... non, alors merci, merci Anne Duin, qui est ici dans la salle, qui m'a permis de rencontrer Omar, et ça me permet justement de vous présenter Omar, vraiment une présentation personnelle. C'est-à-dire que Anne Duin, du SCUIO de Paris 8, m'a demandé de co-animer un atelier de littérature avec les L1, justement pour les ancrer dans la fac. Et l'ancrage par l'atelier d'écriture avec Omar a très bien fonctionné, c'était la 2e année. Et c'est là que j'ai rencontré Omar. Et en fait, je connais Omar par amitié plus que par source Internet, etc. Donc Omar est un ami et je suis très contente vraiment qu'il inaugure ce cycle. J'espère que tu nous porteras bonheur. Voilà, et... voilà, donc je voudrais juste vous dire à toutes et à tous, merci d'être ici, tous nombreux et nombreuses. Et je laisse donc la parole à Omar qui va faire son discours. Et immédiatement après, la parole circule. Donc nous ne l'accaparons pas, Françoise et moi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je n'ai pas de discours en fait. Voilà, comme ça tout le monde est au courant. Donc merci, parce qu'on est dans les remerciements. Et c'est important de commencer par être reconnaissant. Donc merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je mets les pieds dans une bibliothèque universitaire. Donc je remercie aussi Anne, Jean-François aussi qui est derrière, qui m'ont invité pour la première fois à venir ici à Paris 8 lors de la sortie de La Barbe. Ferrugia aussi. Et j'étais avant ça jamais entré dans une université. Donc voilà, petit à petit, je grignote un petit peu de savoir et un petit peu de connaissances. Donc maintenant, je suis dans une bibliothèque universitaire, donc j'en suis ravi. J'espère qu'on va durer au moins 2 heures et que je reviendrai aussi avec grand plaisir. Donc je m'appelle Omar Benalla, je suis né à Paris en 1974, donc il y a un peu plus de 44 ans maintenant. Que vous dire de plus, j'ai... arrêter l'école assez jeune, je commence souvent par là parce que pour moi en fait ce moment a été le premier moment le plus important de ma courte vie et en arrêtant l'école assez jeune j'ai pas trop su quoi faire comme souvent ça peut arriver. Je viens d'un quartier qui s'appelle le quartier de Ménilmontant à Paris dans le 20e, peut-être que certains d'entre vous connaissent mais c'est un quartier aujourd'hui assez branché où les gens sont assez contents de venir, prendre un verre, passer du bon temps. À l'époque, c'était pas vraiment le cas. C'était un quartier assez difficile à vivre. En tout cas, quand on était jeune, il y avait pas grand-chose d'autre à faire que de rien faire, en fait, d'intéressant. Et donc, j'ai arrêté l'école assez jeune. Après ça, j'ai un petit peu vadrouillé à droite à gauche. J'ai fumé quelques pétards. J'en ai vendu un peu plus. Et à un moment, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément une solution, mais je ne savais pas trop quoi faire. Jusqu'à ce qu'un copain m'invite un jour à la mosquée du quartier, donc une mosquée qui s'appelle la mosquée Omar, comme moi. Et je me suis dit que c'était peut-être pas mal d'y aller pour essayer un peu de souffler de cette pression en fait, qu'on a quand on est assez jeune et qu'on traîne et qu'on essaie de jouer le voyou, surtout quand on ne l'est pas vraiment. Et de là est parti tout un cycle qui a commencé à 20 ans pour moi, où je me suis intéressé à une religion que je ne connaissais pratiquement pas. Et je m'y suis surtout intéressé parce qu'elle m'a donné en fait les lettres de noblesse que je cherchais à ce moment-là. J'ai été un voyou pendant quelques années. J'ai jamais vraiment réussi à être un bon voyou. Si quelqu'un a la méthode, je serais ravi de l'entendre, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc j'ai jamais été très respecté dans mon quartier parce que j'étais pas un super voyou. Et du coup, je cherchais le respect et je cherchais comment justement faire. Et comme en plus, j'avais pas mal d'acné, donc c'était encore plus difficile pour moi parce que je me faisais charrier par mes potes. Donc, j'arrivais pas à gagner de l'argent, j'arrivais pas à en faire, j'arrivais pas à avoir une super copine vachement jolie parce que j'avais vachement d'acné. Donc, c'était une catastrophe jusqu'à ce que j'arrive à cette mosquée. Et en arrivant à la mosquée, en fait, on me propose justement
justement de suivre un mouvement qui est le mouvement Tablir. Donc c'est un mouvement de prêcheurs. Et en fait, on me conseille de laisser pousser ma barbe, de porter le vêtement en fait que j'imagine à l'époque être celui du prophète, donc un qamis, vous savez, une tenue assez jolie, assez blanche. Et je me rends compte quelques années plus tard que finalement c'est la tenue en fait des paysans pakistanais et de la région, et que c'est pas forcément quelque chose qui est forcément quelque chose qu'a porté le prophète, parce que le prophète, après, on m'a expliqué ça, n'a quasiment jamais porté de pantalon de sa vie, il portait toujours ce qu'on appelle un pagne, un izar. Donc voilà, je me prends au jeu, je commence à prêcher, je commence à apprendre un petit peu ma religion, et je me rends compte en fait qu'en faisant ça pendant... on va dire les premières semaines, les premiers mois, tout ce que je n'ai pas réussi à gagner pendant quelques années à essayer de jouer au voyou, je le gagne très rapidement. Je gagne en fait un respect, je gagne un charisme, on commence à m'écouter. Quand j'arrive dans le quartier, on se tait et on écoute ce que j'ai à dire. Pourtant, les mots ne sortent pas véritablement de ma bouche, enfin sortent de ma bouche, mais ne sortent pas véritablement de moi. Et finalement, je me prends au jeu et puis j'adore ça. Et puis je me rends compte finalement que ça y est, j'ai trouvé ma voie, ça y est, et je vais aller dans cette direction-là et advienne que pourra. Sauf que ça ne dure pas très longtemps et on va dire entre 20 et 23 ans, ça fonctionne, mais après ça ne fonctionne plus. Et il se passe quelque chose juste après qui me remet un petit peu en question. Donc je ne vous dirai pas quoi, vous pourrez le découvrir dans la barbe qui est là et dont on va parler maintenant. Et si je vous raconte justement tout ça, c'est pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre et pourquoi est-ce que ce livre en fait est arrivé. Ce livre est arrivé presque par hasard. Comme je vous dis, je ne suis pas allé à l'école très longtemps, mais j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé le français. Et un jour, il y a quelques années de ça, il y a un peu plus de 4 ans, j'ai été licencié d'un précédent emploi et étant licencié, j'ai eu un peu plus de temps et je me suis dit que j'allais m'essayer à l'écriture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire quelques textes que j'ai mis un petit peu sur Internet. Mon groupe de copains, en fait, me disait que c'était génial, donc j'avais l'impression d'être génial, mais en même temps, eux n'écrivaient pas trop, ne lisaient pas beaucoup plus. Et jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un que je salue ici, qui est ma compagne et qui est professeur de littérature, et qui a lu un petit peu ce que je faisais et qui m'a dit jeune homme, c'est pas mal, il y a quelque chose, mais il faut que tu travailles. Il manque beaucoup de choses. Il y a quelque chose, mais il manque beaucoup de choses. Et elle m'a donné en fait des exercices. Et l'un des exercices qu'elle m'a donné, c'est l'exercice autobiographique. Et j'avais 3 heures pour raconter une histoire qui m'est arrivée, quelque chose, qu'importe. Et à la fin de ces 3 heures, je devais lui rendre ce texte-là et puis qu'on en discute ensemble. Donc j'ai écrit le texte qui est à l'origine de ce livre-là, qui s'appelle La Barbe maintenant. Le texte s'appelait aussi La Barbe et je l'ai déposé sur un site qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui à l'époque s'appelait Raconter la vie. Et Raconter la vie, c'est un projet de société d'un professeur au Collège de France qui s'appelle Pierre Rosanvallon et qui a voulu ouvrir à travers ce site, ouvrir la parole justement de ce qu'on appelle un peu les anonymes. Et donc des gens comme moi qui à un moment ont envie de raconter quelque chose et ont envie de le raconter en écrivant. Et ce texte que j'ai écrit, donc mon exercice autobiographique, a été repéré par ce monsieur et qui m'a contacté et qui m'a demandé en fait si je pouvais venir le voir au Collège de France. Donc j'ai trouvé ça drôle en fait de partir du collège de Ménilmontant 20 ans après, d'arriver au Collège de France pour voir ce monsieur. Et donc on a discuté un peu de ce texte, il l'a trouvé assez surprenant. Donc le texte commence par ce que je vous ai raconté au préalable et il m'a demandé si je me sentais capable de faire de ce texte un livre. Donc je lui ai dit que pourquoi pas, je voulais bien au moins essayer. Et donc on a travaillé ensemble sur ce texte et le texte en fait que vous voyez là est sorti 1 an après. Et le 15 janvier 2015, et ce texte en fait est sorti juste après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher, juste après la Grande Marche qui a eu le 11 janvier, puisque 3-4 jours après. Et en fait, à la sortie de ce texte, ce texte a eu toute une vie, tout un parcours, et moi avec, en fait, qui m'ont amené à venir ici, par exemple, à Paris 8, à aller pas mal dans des établissements scolaires, donc du collège à l'université, pas mal en maison d'arrêt aussi pour parler avec des jeunes, avec des éducateurs aussi justement de ce parcours. Et finalement, en fait, ce texte m'a aussi donné le goût d'écrire. Donc j'ai commencé à rédiger un livre en fait que je viens de terminer maintenant. Donc je me suis dit si ce livre-là racontait un tout petit bout de ma vie que je trouve pas si intéressante que ça et finalement ça avait quand même eu le mérite d'intéresser pas mal de gens. J'ai pensé en fait à l'histoire de mes parents et je me suis dit mes parents en fait ont une histoire autrement plus intéressante que la mienne et beaucoup plus riche.
historiquement, sociologiquement parlant, je me permets d'utiliser ce mot, hein, sous le contrôle de Jean-François. Enfin voilà quoi, et de Nacera aussi qui est là. Bonjour Nacera. Et enfin voilà, je me suis dit en fait que j'allais écrire sur eux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai interrogé mon père pendant pratiquement 2 ans. Mon père est venu d'Algérie dans les années 60 et il est venu, comme beaucoup de gens, en fait, après la guerre d'Algérie, pour essayer de travailler, trouver sa place. Il n'était pas très âgé à l'époque, la vingtaine d'années. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai voulu, étant maintenant devenu écrivain, j'ai voulu en fait leur rendre hommage et surtout garder une trace du récit de ces personnes, en fait, qu'on entend très peu. Et voire même pratiquement pas, ce qu'on appelle un peu parfois les Chibani. Et en écrivant justement ce livre-là, il y a eu, on va dire que j'ai commencé juste après la sortie de La Barbe, et il y a eu les attentats en fait de novembre 2015. Et juste après ces attentats, un livre est sorti, et ce livre en fait s'appelle Histoire de la violence. Il est sorti en plein débat sur la déchéance de nationalité. Et en lisant ce livre, enfin surtout en lisant la 4e de couverture, parce que l'auteur de ce livre est dans la même maison d'édition que moi, donc aux éditions du Seuil. En lisant la 4e de couverture, je me rends compte qu'en fait, cet auteur parle d'une histoire qui lui serait arrivée. Il aurait été attaqué, agressé, violenté, violé, et on aurait essayé de le tuer. Et l'auteur en fait de ces faits horribles serait un jeune franco-maghrébin, binational, et qui aurait eu ce comportement avec lui. Et donc je me suis dit waouh, pauvre garçon, ce qui lui est arrivé en fait c'est assez horrible, mais comment est-ce qu'il en est arrivé là et qui est ce garçon en fait qui lui aurait fait tout ça? Donc j'ai pris le livre, je l'ai acheté, je l'ai lu, et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que dans le livre de cet auteur, le personnage qu'il met en scène, qui s'appelle Reda, n'a pratiquement jamais la parole. On ne l'entend pratiquement jamais dans le livre, enfin en tout cas on ne le lit pas. Et je me suis dit que c'était assez dommage en fait de n'avoir qu'une seule version de l'histoire, bien que je ne remette absolument pas en cause en fait ce que cet auteur raconte. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de réagir à ce livre par un autre livre, et pour finalement ouvrir le dialogue et voir un petit peu si on pouvait discuter autour de ces sujets, parce qu'on était en plein débat sur la déchéance de nationalité. J'en avais un petit peu assez de mon côté en fait qu'on nous tape toujours dessus, les binationaux, les franco-maghrébins, enfin voilà, ça commençait à devenir un petit peu fatigant. Et puis je me suis dit, je suis écrivain, tant qu'à faire, autant se servir de cette manière en fait de s'exprimer pour exprimer ce que j'avais envie de dire. Et finalement, j'ai commencé l'écriture du 2e livre, qui n'était absolument pas prévu non plus, Les Fractions. Et d'ailleurs, je remercie Nacera Guenif qui est là, parce que c'est elle qui m'a inspiré ce titre-là. Dans un de ses livres, elle parle du régime de l'effraction. Et c'est cette formule en fait qui m'a inspiré aussi le titre. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai voulu donner une parole à ce Reda, qui n'en a pas dans le livre Histoire de la violence dont je vous parlais précédemment. Et ce que j'ai voulu en fait dans ce 2e livre, je l'ai pris un peu comme un exercice, comme le premier. J'ai voulu en fait que ce soit un dialogue, si possible, de la première à la dernière page. Et pour ça, j'ai introduit un personnage qui ferait parler le Reda qui cette fois parle, donc qui n'est pas le Reda d'Histoire de la violence, mais un autre Reda. Et le personnage que j'ai introduit pour le faire parler est dans la salle aussi. Il s'appelle Jean-François, il est sociologue, donc je balancerai tout le monde aujourd'hui, je tiens à vous le dire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait parler Reda, donc en le faisant discuter avec Jean-François. J'ai amené à Jean-François une première version de l'effraction, parce que c'est un livre que j'ai écrit très rapidement. Il fallait pour moi que ce livre-là sorte le plus vite possible pour qu'on puisse justement profiter de la fraîcheur justement de la sortie des 2 livres pour en discuter tout simplement. Et j'ai amené une première version à Jean-François, et Jean-François m'a dit c'est pas mal, mais un sociologue en fait ne travaille pas vraiment comme ça. Les questions au début étaient un peu brutes, c'était assez... Enfin voilà quoi, il posait une question très claire, le personnage répondait de manière encore plus claire, etc. Et il m'a dit tu devrais ajouter peut-être un petit peu de nuance, faire parler en fait ton personnage, enfin le sociologue, de manière un peu détournée. Donc ce que j'ai fait, je suis vite rentré chez moi et puis j'ai repris le manuscrit, je l'ai réécrit en suivant ses conseils, enfin surtout les parties entre Jean-François et Reda. Je lui ai amené de nouveau et je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses là? Il m'a dit là c'est bon, tu tiens quelque chose, allez vas-y. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé ce livre-là à mes éditeurs, donc aux éditions du Seuil, et qui m'ont dit
écoute, c'est pas mal, le projet est intéressant, mais on n'est pas très d'accord en fait pour que tu répondes comme ça en fait, que tu réagisses à un livre en fait de l'auteur dont je parlais précédemment, qui est un auteur un peu connu, qui a une certaine notoriété. Et ils m'ont dit bon bah tu viens de commencer à devenir écrivain, ce serait bien en fait que tu gâches pas cette chance-là. C'est pas toujours évident d'être édité, de trouver un éditeur, etc. Donc le mieux c'est que tu ne le fasses pas. Et trop tard, c'était fait. Donc je leur ai dit, bah, moi j'ai envie de le faire. Et puis si je suis écrivain, c'est pas pour avoir une carrière, mais c'est avant tout pour écrire. Donc j'aimerais bien sortir ce livre-là. Donc ils m'ont dit, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, non, on va pas pouvoir l'éditer. Donc ce que j'ai fait, je l'ai envoyé à 2-3 maisons d'édition, dont une qui est une maison d'édition très importante que je ne citerai pas, mais qui m'a dit, oui, c'est très intéressant, mais est-ce que vous pourriez pas plutôt mettre en scène le réda du livre Histoire de la violence et en rajouter sur le viol, sur le sexe, si possible mettre des taches de sang sur les murs, etc. Donc je leur ai dit que non, que c'était pas le projet et que justement ce que j'avais envie c'était de mettre en scène quelqu'un qui ressemblerait plus à quelqu'un, j'ai envie de dire, de réel qu'au personnage de roman, du roman Histoire de la violence. Donc j'ai refusé justement cette proposition. Et une autre maison d'édition que je remercie ici, les éditions de l'Aube, en fait, m'ont fait confiance, ont accepté de prendre le texte, de laisser le titre, de laisser le texte en fait en l'état et de le sortir. Donc voilà, je suis assez content en fait d'avoir sorti ce deuxième livre. Et ça m'a permis justement de dire ce que j'avais envie de dire en fait pendant cette période-là. Et une fois que ça s'est terminé, j'ai pris le temps de continuer d'interroger mon père, ma mère aussi. Et pour terminer, le troisième livre là, qui devrait sortir normalement si tout va bien en septembre, donc qui est un peu l'histoire de mes parents et une partie de cette immigration en fait venue des années 60, donc du Maghreb en France. Et le livre sortira normalement, si tout va bien, au mois de septembre prochain. Et voilà un peu qui je suis et ce que je fais dans les grandes lignes. Donc ce que je me suis dit, c'est que ce serait peut-être intéressant de vous laisser parler, parce que vous avez peut-être et même certainement des choses aussi à dire. Donc sur moi, je ne pourrais pas vous raconter peut-être plus de choses intéressantes autour des sujets qui vous intéressent. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord pour ça, ouais, pour discuter ensemble? Ouais. Bon, vous êtes d'accord aussi? Très bien. Bah, je vous laisse le micro alors. Non, tu le gardes. Ah, je le garde. Donc il faut que le micro circule. Peut-être que quelqu'un a une question ou deux ou trois. Je répondrai à toutes les questions autant que possible. Moi, je vais peut-être commencer. Oui, bien sûr. Si tu le permets. Donc c'est plutôt littérature. Plus que sociologie. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la manière dont tu as écrit concrètement, c'est-à-dire le choix des mots? Parce que, par exemple, La Barbe, je le relis et je me suis dit, c'est la première fois que je l'ai lu. Je ne sais pas, j'ai moins accroché, par exemple, j'ai pas tout de suite vu la distance, l'humour aussi. C'est très drôle. Et tout à l'heure, je t'en parlais, tu me disais, mais la réception est très bonne. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de la manière dont tu as écrit, mais vraiment concrètement, le travail d'écriture, les mots, les phrases, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont absolument extraordinaires, et aussi le passage de La Barbe à l'effraction, dimension écriture. Alors au niveau de l'écriture, je pense que La Barbe, il y a une certaine distance, c'est aussi parce que ce qui m'est arrivé, ce que je décris dans ce livre-là, m'est arrivé il y a assez longtemps. Donc j'ai 44 ans maintenant, ce que je raconte dans La Barbe, ça a commencé, on va dire, à l'âge de 14-15 ans quand j'arrête l'école, et ça continue jusqu'à une trentaine d'années. Et donc voilà, cette distance permet justement de raconter les choses avec beaucoup plus d'être plus drôle, d'être moins, on va dire, moins énervé en racontant ces choses-là, parce que justement le temps a passé, et quand le temps a passé, on a plus de recul, peut-être un peu plus de sagesse. Et donc ce livre-là, en fait, si j'ose dire, je l'ai pondu presque d'un trait, parce que j'avais besoin de dire ce que j'ai dit aussi là-dedans, et j'avais besoin d'en rire aussi. Parce que ça n'a pas toujours été des moments très faciles. Si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez que parfois j'essaie de rire en fait de la situation que j'ai vécue par rapport à mes parents, alors que c'était pas drôle du tout dans les faits au moment où je le vivais. Mais finalement, avec du recul, je me rends compte que finalement c'est pas si grave, il n'y a pas mort d'homme. Et finalement, on se fait souvent un film de ce qu'on vit quand on le vit, et on en rigole parfois quand on se le rappelle quelques années plus tard.
Donc c'est pour ça que j'ai essayé aussi de... C'est même pas que j'ai essayé de le faire, mais c'est le ton en fait qui est sorti pour ce livre-là. Et en même temps, apparemment, je suis quelqu'un de drôle, enfin on me le dit parfois, donc j'ai essayé aussi de le montrer à travers ce livre-là. Et pour le deuxième, on va dire, il a fallu aller vite. Le deuxième, je l'ai écrit en 21 jours. Je voulais le faire le plus rapidement possible, donc je me suis concentré dessus presque tout le temps, jour et nuit. Et l'idée, en fait, c'était de le faire en 2 semaines et d'avoir 1 semaine pour le relire. Et de le proposer, en fait, très rapidement. Et le deuxième, en fait, comme c'est du dialogue, peut-être que ce que je préfère écrire, moi, c'est le dialogue. J'aime beaucoup écrire le dialogue. Je trouve que c'est beaucoup plus vivant. Enfin, c'est une écriture, en fait, qui ressemble beaucoup à la réalité, en tout cas, que je vis. J'aime bien discuter, j'aime bien échanger, de plus en plus écouter, chose qui n'était pas forcément le cas avant. Et donc voilà, le deuxième, en fait, ça a été... il a fallu aller vite, mais en même temps, le dialogue, en fait, m'a permis justement d'aller vite. Et je me suis un petit peu rappelé du gamin que j'étais. Et quand j'avais l'âge du Reda, en fait, du bouquin, donc pareil, une vingtaine d'années, 20-25 ans. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai interrogé des jeunes de 20-25 ans. Donc mon neveu, mes nièces, leurs copains. Et je me suis rendu compte, c'est ce qui a aussi facilité l'écriture du livre, qu'il n'y avait pas beaucoup de changements entre ce que moi j'ai vécu à cet âge-là et ce que eux vivaient maintenant 20 ans plus tard. Donc voilà, ça a été un petit peu un plaisir. Et je ne sais pas si je peux dire ça, mais j'ai pas fait tant d'efforts que ça pour écrire ces deux-là. J'ai envie de dire c'est sorti presque naturellement. Pour le troisième, c'est une autre paire de manches. Le troisième, en fait, ça a été beaucoup plus compliqué parce que ce que j'ai essayé de faire pour le troisième, et c'est vraiment l'écriture, c'est d'essayer de retranscrire la façon qu'ont mes parents de parler. Donc mes parents sont venus d'Algérie dans les années 60, ils n'ont jamais été à l'école, ni l'un ni l'autre. Enfin, ils y ont très peu été. Et donc l'idée, en fait, c'est que mes parents maintenant lisent, mais très difficilement. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils arrivent en fait à lire le livre qu'on a écrit ensemble. Et pour ça, j'ai essayé de garder un petit peu de leur oralité. Et donc pour ça a été beaucoup plus compliqué parce que justement... ce qui est bien, c'est que parfois, tu te laisses aller à des envolées, tu as envie d'écrire des belles phrases, etc. Et là, je me suis interdit ça. Il fallait que, autant que possible, en fait, parce que mon père s'exprime à la première personne dans le livre, et il fallait autant que possible, en fait, que ce soit lui qui parle, en fait, et qui se raconte, et surtout qu'il puisse se relire. J'espère qu'il y arrivera, que ce sera le cas. En tout cas, je l'aiderai. Mais voilà, c'était un peu pour l'écriture, c'était le défi de ce troisième livre. Et j'ai rajouté un personnage dans l'écriture du troisième livre, en fait, qui est un maçon du 19e siècle, donc un maçon creusois. Parce que je me suis rendu compte en fait que l'immigration n'est pas arrivée en France avec les Chibani en fait des années 60 ou 70, mais qu'il y avait une immigration de l'intérieur bien avant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un personnage en fait qui est donc un maçon creusois du 19e siècle et qu'il a fallu faire parler comme un creusois du 19e siècle. Et là, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que ce que j'ai dû faire, là, ça y est, je l'ai fait, mais j'ai dû justement aller en bibliothèque. Donc j'y suis allé, pas ici, mais j'ai commencé par lire la thèse d'Alain Corbin sur le Limousin au 19e siècle. J'ai presque eu peur en fait quand j'ai vu la taille du livre. Et en même temps, c'était juste pour un peu brosser le contexte parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de retracer de la naissance à la mort en fait le parcours de ce maçon creusois. Et donc en fait, j'ai lu ma première thèse. Hein, on n'en meurt pas hein, pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Et donc il y a une première... Il y en a même qui en écrivent, oui. Absolument, donc je l'ai lu et puis c'est en 2 parties et après ça j'ai même lu des thèses en fait sur Gallica du 19e siècle en fait sur les maladies de poitrine qu'avaient les maçons de l'époque, etc. Enfin, j'ai repris goût justement à la lecture en écrivant le troisième livre et finalement ça m'a rendu beaucoup plus humble face à l'écriture d'un livre, enfin devant l'écriture d'un livre et autant les 2 premiers j'avais l'impression que c'était facile quoi. Ah bon, c'est ça écrire, ok très bien, je vous en fais 15 quand vous voulez. Autant le troisième, je commence à me rendre compte que c'est peut-être un peu plus compliqué que je l'imaginais, même certainement, mais ça me plaît énormément parce que finalement ça me permet d'une certaine manière de retourner à l'école. Vous y êtes encore, donc vous avez beaucoup de chance. Moi j'y retourne à ma manière. Et en fait, pour répondre à ta question, vraiment l'écriture du troisième, pour moi, est vraiment celle qui m'a beaucoup plus plu.
Et j'espère que c'est réussi. On verra, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, voilà, il a fallu manier ces deux langues dans le même livre. Donc celle d'un immigré en fait, qui parle finalement mal français, disons les choses comme elles sont, et celle d'un maçon creusois du 19e qui parle un français du 19e siècle. Donc d'abord un français en fait, de la campagne, parce que quand il arrive à Paris, il commence à s'exprimer de mieux en mieux, et puis il devient même député. Enfin voilà, quoi, c'est quelqu'un qui a un parcours assez extraordinaire. Mais voilà, il a fallu en fait faire parler ces deux personnages, les faire se répondre aussi. Et donc au niveau de l'écriture, ça a été une autre paire de manches. Mais je m'en réjouis. Juste une toute petite question. Ferrugia va en poser une autre après. Plutôt littéraire. C'est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que vous êtes arrivé à l'écriture dans une sorte de spontanéité. Et que en avançant, cette spontanéité, j'espère qu'elle ne va pas se perdre. Mais est-ce que vous avez eu des lectures littéraires, entre guillemets? Est-ce que vous avez une bibliothèque à vous? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous plaisent plus que d'autres? Merci. Alors, je suis en train de me constituer une bibliothèque, mais avant ça, pratiquement pas, très peu. Et finalement, quand on a envie de se mettre à l'écriture, enfin selon moi, sérieusement, il faut lire. Je me rends compte de ça maintenant et je m'en réjouis, je suis ravi. Donc je commence à lire de plus en plus. J'ai lu plein de livres qui essayaient, qui parlaient du 19e siècle, du contexte, des personnages, etc. Je suis très content en fait de l'avoir fait. Mais pendant assez longtemps, surtout pour les deux premiers, ça m'a fait assez peur. C'est pour moi qui ai toujours eu du mal en fait à apprendre des livres, parce que j'ai vraiment arrêté l'école jeune et j'ai jamais eu ce réflexe en fait, cette habitude là. Donc je suis en train de l'avoir petit à petit, et pour moi en fait c'est plus que nécessaire. Maintenant ça passera par là, et en tout cas ça passe par là maintenant. Mais voilà quoi. Pour vous dire en fait, je me suis constitué une bibliothèque depuis l'écriture du livre sur mes parents, et donc maintenant j'ai pas mal de bouquins, j'en ai de plus en plus. Mais avant ça non. Je piochais parfois dans la bibliothèque de ma compagne, mais maintenant de plus en plus. En fait, je pose cette question parce que souvent, dans nos représentations de littéraire, la bibliothèque vient après, avant, pardon. Donc, elle se constitue aussi, elle se continue après. Mais c'est très intéressant de voir qu'on peut écrire, qu'on peut avoir en soi la capacité d'écrire sans être forcément quelqu'un qui a lu. Et parfois, les lectures bloquent. Parce qu'on a des modèles et puis du coup on se crée des impossibilités, etc. Et donc votre talent d'écriture, parce que la Barbe c'est très écrit et c'est véritablement de la littérature, peut arriver en dehors, entre guillemets, d'un contexte de grands lecteurs que vous allez peut-être devenir par la suite. Mais bon, voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Souvent, en fait, pour la Barbe, je mets cette dédicace. Les voies du Seigneur sont impénétrables, celles qui mènent à l'écriture tout autant. Et parce que c'est les premières lignes du livre, les voies du Seigneur sont impénétrables, celles qui mènent à la mosquée beaucoup moins. Et moi, j'ai été... l'expérience que j'ai eue à la mosquée, c'est une expérience qui m'a énormément plu. Au moins pour cette raison, c'est que j'ai rencontré un groupe de prêcheurs. Et finalement, on va dire que j'ai appris à parler... pour convaincre, pour séduire en fait à ce moment-là. Et j'ai appris aussi un peu le sens de la formule. J'ai appris une langue, la langue arabe, pratiquement tout seul dans mon coin avec, vous savez, à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, il y avait le Coran en fait en français, en arabe et en phonétique. Et il y avait l'alphabet à la fin, et donc j'ai appris l'alphabet et j'ai lu en fait comme un bébé. J'étais dans un voyage en Inde et je me suis donné comme objectif de lire justement le livre en fait en arabe et d'apprendre par la même occasion en fait la langue. Et finalement, je pense que le goût d'écrire des phrases un petit peu jolies, d'avoir un peu le sens de la formule, c'est venu de cette expérience-là. Donc pas d'une bibliothèque, mais d'une certaine manière, oui, d'un livre. Donc le Coran, un livre qui n'est pas trop à la mode aujourd'hui, mais en même temps un livre extraordinaire, qu'on le veuille ou pas. Et ce livre-là, en fait, m'a en tout cas donné justement ce goût de la formule. Et les prêches en fait qui allaient avec, c'était aussi la même chose, parce que aujourd'hui ce serait peut-être à mon avis encore plus compliqué, mais à l'époque on était dans les années 80, entre les années 95 et les années 2000, et on commençait à parler un petit peu de Ben Laden, et on a commencé à voir les premières images, donc avec la barbe, le turban, et moi j'étais tout le temps habillé comme ça, et comme je passais ma journée et ma vie à prêcher, il faut être un minimum un peu drôle, ou alors avoir des choses un peu intéressantes à dire en fait si vous voulez qu'on vous écoute. Et donc je pense que ce goût est venu à ce moment-là.
Maintenant, ça se confirme avec les livres et avec la bibliothèque, mais dans mon cas, c'est par là que ça a commencé. Hein. On retrouve bien d'ailleurs dans votre texte cette dimension d'oralité et de, j'allais dire, de capacité. Le prêche, on le sent un peu dans votre manière d'écrire. Donc c'est une des voies pour arriver à l'écriture. Merci. Omar, une dernière petite question. C'est vrai que la jubilation, je l'ai plus senti la deuxième fois que je l'ai relue. Je me suis dit, c'est génial. Comment... Et là, tu nous dises que ta bibliothèque, elle se construit après. Ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et alors, donc, ta bibliothèque qui se construit après, elle est plutôt 19e. Et moi, je me disais, tu traites un sujet, entre guillemets, qui, si on le déplace sur la scène politique, sociologique, est très, très actuel, et depuis déjà plus de 20, 25, 30 ans. Et je me disais, tu n'as pas été voir comme ça ce genre de sujet pour pouvoir te dire, moi, je vais raconter autre chose. Parce que vraiment, il y a cette jubilation, il y a cette distance. Et effectivement, on sent le personnage en train de prendre conscience du pouvoir de la parole. Parce qu'à un moment donné, tu apprends les sourates avec un bègue, quelqu'un qui est bègue. C'est extraordinaire parce que tu es avec quelqu'un qui t'initie et en fin de compte, c'est toi qui deviens ton propre initiateur. Et on se dit que, oui, il y a cette jubilation. Donc, juste ma deuxième question, c'était pourquoi est-ce que le REDA de l'effraction est un autre REDA? Voilà, pourquoi c'est un autre, complètement autre? Alors, pour juste rebondir sur la barbe, en fait, pourquoi est-ce que j'ai accepté d'écrire ce livre? C'est à l'époque, en fait, on parlait de plus en plus à la télé, sur les réseaux sociaux, dans des émissions où autour de plateaux, il y avait beaucoup d'experts et qui parlaient de ces jeunes, en fait, qui se cherchent dans la religion et qui ont une expérience religieuse. Et c'était toujours, en fait... c'était toujours une mauvaise expérience et ça se passait toujours très mal, soit ils tuaient des gens, soit ils se faisaient tuer, enfin c'était une catastrophe. Et je me suis dit que moi, ayant connu justement cette expérience, et ça s'est plutôt bien passé, j'ai appris beaucoup de choses et ça a été un moment, et puis après j'ai fait autre chose, et je me suis dit que ce serait intéressant justement d'apporter un petit peu de nuance à ces discours en fait qui parlent de jeunes, surtout franco-maghrébins, surtout franco-africains, on va dire, parce qu'il y a beaucoup aussi d'Afrique subsaharienne, et en fait de ces jeunes qui à un moment ont besoin de se renseigner sur la religion de leurs aînés, se cherchent, vont à la mosquée, prennent un livre, se laissent pousser la barbe, portent un foulard ou pas, enfin voilà, c'est pas forcément l'expérience traumatisante et qui fait que ça y est, on s'en sortira plus jamais. En tout cas, moi j'ai pas vécu ça. Et je me suis dit que ce serait intéressant justement de le raconter dans un livre, et en même temps un livre reste. Et finalement, ce que je me suis dit, c'est que ce serait la même chose pour Reda, le Reda de l'effraction. C'est que le Reda, en fait, d'histoire de la violence, le gars est armé le soir de Noël, il se mouche en fait dans ses vêtements, il dit pas un mot. Même Tarantino aurait pas pu créer un personnage comme ça, quoi. Et en fait, il ressemble pas du tout à tous ces binationaux que je connais, celui que je suis. Je connais personne d'armé autour de moi, et pourtant il y en a qui ont des vies assez compliquées. Et je me suis dit, voilà, le Reda que je vais mettre en scène, ce sera quelqu'un un peu comme dans La Barbe, en fait, qui est beaucoup plus, si je peux me permettre, en fait, réel. Donc la fiction, c'est bien, mais il y a aussi la réalité est aussi très intéressante parfois. Et donc j'ai voulu mettre en scène justement ce Reda beaucoup plus réel et beaucoup plus ressemblant de tous les Reda que je connais et que j'aurais pu connaître et que je ne connais pas. Au contraire de ce Reda en fait un peu fantasmé dans l'histoire de la violence qui je ne sais pas d'où il sort, mais il a vraiment joué de malchance, cet auteur, pour avoir rencontré quelqu'un d'armé le soir de la République, le soir de Noël, place de la République, essaie de le violer, de le tuer, de le voler, enfin la totale, quoi. Et donc j'avais envie en fait à travers ce Reda de rendre un peu hommage à tous les Redas invisibles qu'on n'entend pas et à qui on donne assez rarement la parole, voire pratiquement jamais, ou alors dont on parle mais seulement pour les mauvaises raisons. En fait, vous avez voulu déjouer en quelque sorte un certain nombre de représentations et de stéréotypes qui occupent malheureusement une grande part de la scène médiatique. Hein. La parole au public. Non, pardon, Catherine, voilà. Il y a une question là-bas. Oui, c'est Stéphania, c'est bien. Merci Stéphania. En fait, en lisant les fractions, moi au moins, j'ai eu l'impression des fois que ces personnages, et lisant aussi des petites interviews qu'on a trouvées sur Internet et tout,
il y a beaucoup d'assonance avec votre histoire, avec vous et celle de Reda. Et en fait, je me demandais combien de vous il y a dans ces personnages, c'est-à-dire combien de questions sur la Kabylie, sur l'histoire de vos parents, sur ce qu'ils ont vécu et que vous n'avez pas vécu, mais qui sûrement ils vous ont raconté et qui ici vous ont été racontés de façon encore différente. Voilà, quel a été votre rapport par rapport à votre origine algérienne et votre être né et vécu toujours à Paris. Pour créer le personnage de Reda, je me suis beaucoup inspiré de moi et beaucoup inspiré aussi des choses que j'ai vues autour de moi, donc dans ma famille, avec mes copains, avec mes copines aussi. Et finalement, quand j'ai interrogé ceux qui sont un peu plus jeunes maintenant, donc mes neveux, mes nièces, leurs copains, et je leur ai posé des questions en fait sur la sexualité, sur la pudeur, sur le rapport en fait avec leurs parents, avec le pays d'origine, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de similitudes et qu'il y avait finalement très peu de changements. Donc ce que j'ai fait, c'est que finalement j'ai pris d'abord de moi. Et en fait, pour ne pas, on va dire, me leurrer et me dire que ce que moi j'ai connu et ce que moi j'ai vécu, c'est ce que tout le monde vit et ce que tout le monde connaît, j'ai fait modestement un peu le travail de sociologue et je suis allé poser les questions. Et ça n'a d'ailleurs pas toujours été facile parce que parler de sexualité avec ses neveux et nièces qui ont 20 ans, alors qu'ils ne vous en ont jamais parlé et vous non plus. Mais en même temps, c'était intéressant leur parler de masturbation aussi parce que Reda parle pas mal de masturbation. Et je me suis dit en fait que finalement, c'était presque des questions intemporelles. Et j'imagine que vous, qui êtes italienne aussi, c'est des questions que vous pouvez aussi... que vous pouvez, enfin, à votre action, excusez-moi, je pense que, ouais, non, ouais, voilà, et enfin, voilà, ce que j'ai voulu, en fait, c'est mettre en scène, en fait, un jeune qui devient adulte et qui se pose des questions par rapport à son environnement, par rapport aux pressions qu'on lui met, par rapport aux pressions qu'il se met lui-même, et montrer, en fait, comment est-ce que, finalement, ce jeune ressemble à tous les jeunes qu'on pourrait rencontrer partout, hein. Qu'ils soient binationales, en fait, je sais pas, congolais et portugais, ou... quelle importance, en fait, il n'y a pas vraiment d'importance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé par m'interroger moi. J'ai interrogé en fait d'autres jeunes qui sont aussi binationaux et qui ont des comment on appelle ça, comment dire, en fait des préférences sexuelles, peut-être différentes des miennes, etc. Et je me suis rendu compte que finalement tout le monde était plus ou moins dans le même bateau, vivait plus ou moins les mêmes choses. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant de mettre en scène. Et donc ce Reda qui s'interroge, qui se pose des questions, qui parfois est ridicule en fait dans les questions qui se posent, mais qui a le mérite de se les poser, qui ne sait pas comment en parler à Jean-François. Et Jean-François, c'est vraiment le personnage un peu, c'est le personnage du père et en même temps du maître, qui a un peu la sagesse de comprendre des choses et qui s'exprime avec lui de manière un peu détournée pour l'amener à parler d'autres choses, etc. Et finalement, je me suis dit que c'était un peu un personnage qui pourrait ressembler à beaucoup d'anonymes une fois de plus, mais à qui on ne tend pas le micro. Et qui serait un personnage beaucoup plus ressemblant qu'une fois de plus ce personnage armé le soir de la République qui cherche en fait une proie. Enfin voilà quoi, je ne sais pas s'il doit y en avoir, hein, mais c'est pas la totalité. C'est pas la grande majorité des gens, fort heureusement, sinon on serait pas là pour en parler tranquillement. Et voilà ce que j'ai voulu faire en fait, partir un peu de moi et ensuite aller un petit peu au plus large. Alors, moi, je voudrais rebondir sur le fait que vous avez parlé que vous avez rejoint l'écriture spontanément et que votre bibliothèque est toujours en construction. Mais je ne sais pas, j'ai toujours pensé que l'écriture, c'est pas vraiment un don et que ça se travaille. C'est noircir du papier, c'est froisser du papier, écrire et reformuler, refaire, etc. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui écrivait beaucoup ? Ou est-ce que l'expérience de la barbe a été une première pour vous ? Merci. Alors merci de votre question. Dans mon cas, j'avais déjà commencé à écrire un petit peu avant la barbe et j'ai écrit un livre que je vais reprendre là. Maintenant que j'ai terminé celui sur mes parents, et qui valait ce qu'il valait, mais comme vous dites, en fait, très justement, ça se travaille.
Et finalement, on va dire que La Barbe et les Fractions, c'est des livres que j'avais presque en moi. Il fallait que ça sorte. Et j'ai peut-être un petit peu de talent qui fait que c'est sorti un peu plus facilement. Mais pour ce que j'ai envie de faire maintenant, il faut que je bosse un minimum. Par exemple, pour mettre en scène ce personnage du 19e siècle, j'aurais pas pu l'inventer. Et inventer la manière de parler, inventer le contexte, parce que souvent quand on raconte un personnage, il y a aussi son environnement, l'époque dans laquelle il évolue, etc. Et pour ça, en fait, ouais, il faut bosser un minimum. Mais donc dans mon cas, voilà, j'ai eu l'impression, les 2 premiers livres, c'est un peu comme des cris, et maintenant je pose ma voix. Un peu plus tranquillement, et poser sa voix, en fait, pour tous ceux qui regardent The Voice comme moi toutes les semaines, je plaisante, c'est filmé, mon Dieu. Et enfin voilà quoi. Et voilà, il y a toujours des coachs, ils posent leur voix, enfin voilà, ça se travaille. Alors que par ailleurs, en fait, on a tous plus ou moins une voix. Je l'ai bien entendu avec ma nièce qui vient de partir, là, qui a 2 ans. Et enfin voilà, quoi, ça commence très vite et très jeune. Mais à un moment, peut-être que cette voix, en fait, mérite d'être posée, qu'il y a aussi apprendre à se taire, apprendre aussi à faire un peu de silence. Dans mon cas, ça ne fait pas de mal. Et donc voilà, j'ai envie de dire que je commence maintenant véritablement à apprendre à écrire. Mais maintenant que je me rends un peu plus compte de ce que ça, de ce que ça exige, donc ce que je me dis, c'est que là, j'ai fait le 3e donc sur mes parents, et pour moi, j'y tenais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un autre là que je suis en train de terminer sur un super copain en fait, qui est mon meilleur ami en fait, qui est coach sportif. Et je suis en train de faire son portrait parce que je trouve que c'est intéressant, ça dit beaucoup de choses. Ensuite, je reprendrai les 2 premiers en fait, c'est sur 2 tomes que j'ai commencé à écrire avant La Barbe. Et à mon avis, après, j'arrêterai parce que c'est vraiment c'est bien, je trouve que c'est bien, j'aurais fait une bonne expérience. Et après, c'est quand on veut vraiment le faire sérieusement, comme j'imagine on doit le faire sérieusement. Je vois par exemple ma compagne qui termine un manuscrit en fait, qu'elle travaille depuis 7 ans. Et j'ai jamais vu quelqu'un se tordre les boyaux comme ça. Enfin voilà quoi, c'est vraiment c'est du 16-17 heures par jour, tous les jours. Et je sais pas si je suis prêt à ça. Pas forcément. Peut-être autre chose, je ferai autre chose, il y a plein d'autres choses à faire. J'ai pas de plan de carrière, mais je pense qu'après celui-là, j'en sais rien, je dis ça maintenant, mais peut-être que j'aurai d'autres choses à dire ou à écrire. Mais à mon avis, dans mon esprit maintenant, ça fera 5-6, ça fera 6. Je pense que ça ira après. Voilà, parce que j'ai besoin de préserver un peu ma santé mentale et physique. Je ne vous dis pas de pas écrire, hein, mais enfin voilà, au bout d'un moment, hein, voilà. Excusez-moi pour les profs de littérature qui veulent vous motiver à écrire, mais... Ah, super. C'est un étudiant américain. Bonjour. Vous avez parlé des anonymes tout à l'heure. Donc, ceux qui habitent dans les quartiers populaires ou plutôt aux marges de la société. Est-ce que vous pensez que l'écriture peut donner la parole à ces anonymes? Alors oui, j'imagine, mais maintenant, je ne sais pas exactement ce que c'est que la culture physique, la culture théâtrale, enfin, mais c'est un mot encore, il y a pas mal de mots que j'ai pas encore vraiment cherché dans le dictionnaire. Et celui-là, il est encore un peu trop gros pour moi, mais ça va venir, j'espère en tout cas. Mais c'est vrai que je vous dis ça parce que je travaille maintenant en fait dans le cadre associatif, ou donc avec des jeunes qui sont dans ce qu'on appelle le réseau d'éducation prioritaire, et on nous dit il faut leur faire des sorties culturelles. Et j'ai pas encore vraiment compris ce que c'était. Donc est-ce que les amener au Stade de France c'est une sortie culturelle, quel musée, enfin bon voilà. Mais oui, j'imagine que tout ce qui crée en fait un espace où on peut s'exprimer, ouais, c'est plutôt pas mal. Mais voilà quoi, enfin, je sais pas. En fait, c'est le mot culture, je saurais pas le définir. Donc, j'ai un peu de mal à répondre à votre question. Vraiment, sincèrement. Mais j'imagine que oui, si on ouvre un espace, il y a toujours une voix qui se faufile. Ah oui, j'ai parlé de la culture et de l'écriture. De la culture et de l'écriture. Et de l'écriture. Oui. Merci. Bah de rien. Question? Ah, Alain. Et après Jeanne. Merci. Moi, j'aurais aimé savoir... Ah, pardon. Non. Si auriez-vous écrit les fractions
si Reda n'était pas algérien kabyle. Oui, bien sûr, je l'aurais écrit. Et d'ailleurs, le Reda, en fait, dans le livre Histoire de la violence, en fait, est marocain apparemment. Il est d'origine marocaine parce qu'il existe. Il est berbère, mais marocain, d'origine marocaine. Mais en fait, non. Il est d'origine marocaine, berbère d'origine marocaine, parce qu'il existe. Et il a fait une interview, il a témoigné. Et donc, en fait, oui, bien évidemment. Mais ce qui m'intéressait, en fait, c'était vraiment de donner la parole à un personnage qui ne l'a pas et qu'on accuse de tous les maux. Et je me suis dit, non, c'est un peu dommage, en fait. Quand on a la place et l'occasion d'écrire un livre, autant laisser au moins, je sais pas, 2-3 pages, une préface, que dis-je, soyons fous, enfin, je sais pas, un résumé pour donner la parole, en fait, à celui qui est le monstre de l'histoire. Et voir si c'est véritablement un monstre. Donc oui, c'était pas du tout... ça m'a facilité la tâche d'entendre, en fait, de lire dans le livre d'Édouard Louis, en fait, qu'il est franco-maghrébin, donc d'origine kabyle, etc. Et surtout, en fait, ce qui m'a... comment vous dire, en fait, ce qui m'a dérangé dans ce livre-là, c'est que l'auteur dit qu'il veut expliquer la violence de son agresseur par celle qu'aurait subi son père en venant d'Algérie. Apparemment, il dit qu'il vient d'Algérie dans le livre. Certainement, oui. Et en fait, il y a 2 pages, et demie sur son père qui arrive, qui n'arrive pas à pousser la porte du foyer, enfin voilà, qui est un petit peu timide, etc. Et je me suis dit, waouh, il s'est quand même passé 2-3 trucs, enfin comme la guerre d'Algérie, la colonisation, enfin toutes ces choses-là, quoi. Son père a dû vivre en fait ces choses-là, des choses que mon père a vécues, et même pas une micro-ligne en fait sur ça quand tu veux expliquer la violence qu'aurait subi son père. Je me suis dit non, c'est un petit peu dommage, et c'est aussi... j'étais en train d'écrire le livre sur mes parents, et c'est aussi, on va dire, cette énergie-là qui m'a donné envie de donner la parole à ce Reda, et qui, Reda, en fait, fait parler finalement son père, son oncle aussi, sa mère, enfin voilà, quoi, il en profite pour faire parler tout le monde à travers sa propre expérience. Et l'idée, en fait, une fois de plus, c'était d'entendre, de donner à entendre et à lire, en fait, ceux finalement qu'on n'entend pas. Merci. Du coup, je me demandais, moi j'ai lu les fractions et je voulais savoir si, vous avez déjà un petit peu répondu, mais si en fait le personnage de Reda, vous aviez déjà pensé, avant de lire le livre d'Édouard Louis, à créer un personnage comme Reda, ou si c'est vraiment en lisant le livre d'Édouard Louis que vous vous êtes dit, il faut vraiment faire parler ce personnage, et voilà, je vais créer ce personnage à partir de la lecture de ce livre. Merci. Merci de votre question. C'est une bonne question parce que finalement, le personnage de Reda, c'est un petit peu... comment vous dire ? Ça aurait pu être le frère du personnage de la Barbe. Ou alors, ça aurait pu être le personnage de la Barbe, en fait, qui n'a pas cette expérience à la mosquée. Et finalement, en fait, c'est 2 personnages un peu hybrides. Et donc, le personnage de Reda était déjà là, mais n'était pas là dans un dossier prêt à surgir dans un livre, un manuscrit, etc. Et le personnage, en fait, que je mets en scène dans le livre que j'écrivais avant la Barbe, c'est aussi un Reda. Et donc, j'essaye autant que possible d'écrire sur ce que je connais, sur ce que j'ai un petit peu vécu, ou alors ce que des gens en fait proches ont vécu autour de moi. Et c'est pour ça que finalement les personnages se ressemblent un petit peu, et donc ce Reda-là était là quelque part dans un coin de mon esprit, donc une fois de plus pas configuré pour réagir à Histoire de la violence, mais en même temps ça s'y prêtait tellement bien que il est né comme ça en fait finalement. Merci. Alors, tout d'abord, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Alors, merci pour l'information. Je ne savais pas que c'était un Marocain. Moi aussi, j'ai cru que c'était un Kabyle. Ah oui, je ne savais pas, parce que je suis d'origine marocaine. Donc, ça m'étonne que c'est un Marocain et un Berbère aussi. Je suis berbère. Du coup, en lisant le roman, franchement, c'est très magique. Parce qu'en le lisant, parce que je ne l'ai pas fini, c'est qu'aujourd'hui que je l'ai fini,
il y a pas mal de choses qui sont arrivées. En arrivant à la page 41, vous écrivez où Reda parle à Jean-François de la masturbation, de la sexualité et la pudeur aussi. Comme par hasard, il y avait deux couples qui s'est mis à côté de moi en train de se baiser. Je me suis dit, bah, c'est peut-être ça dont parle Reda. C'était très magique parce que je me transportais, j'étais en train de voyager dans les paroles des personnages. Et c'était très intéressant. Je me suis dit, c'est ça, au fait, la lecture. Lire un roman, lire un récit. C'est pas forcément juste lire l'histoire, mais de la vivre. Et ça m'a marqué. Après, en marchant, en venant à la fac, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a distribué, je sais pas, un petit flyer qui parlait d'un médium pour rencontrer son amant, ou plutôt de... je sais pas, c'était... Non, c'était très magique. Ça m'a... Ouais, Monsieur Sori, ça s'appelle Monsieur Sori. Pas de problème sans solution. Mais ça interprète, ça m'a mis dans une situation, mais vraiment c'était très bizarre. Mais en même temps j'avais une question par rapport au titre Les Fractions. Quand est-ce que le choix du titre a été établi? Est-ce que c'est venu juste par hasard, ou bien en lisant l'histoire de la violence, où vous avez commencé à donner ce titre, Les Fractions? Est-ce que vous avez marqué les fractions dans l'histoire, dans le récit, ou bien les fractions, ça s'est présenté en tant que sensation, un certain engagement d'écrire, donner une parole à ceux qui n'ont pas? Vous avez raison, et j'ai apprécié ça. C'est de la pure audace d'écrire, répondre plutôt par le biais d'un personnage qui a la parole. Enfin, parce qu'on ne retrouve pas généralement ça dans la plupart des écrits. Les personnages, ils sont là, ils sont présents, et on parle d'eux, mais ils n'ont pas la parole de s'exprimer. Et dans Les Fractions, j'ai respecté ça. J'ai aimé aussi ce lien qu'on peut tisser avec des personnages qui n'ont pas de parole, qui sont présents en tant que des personnages fictifs. Et voilà, je pense que c'est ça plutôt la question, c'est au choix du titre Les Fractions, parce que ça a été proposé par la maison d'édition. Et voilà, merci à vous. Alors merci de vos commentaires, je peux rentrer chez moi. Et ouais, vraiment, mais je suis heureux que vous disiez cela, parce que ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'à travers ce Reda, on puisse se mettre dans sa peau. On puisse ressentir ce qu'il ressent plus ou moins, la gêne, le doute, le questionnement, toutes ces choses-là. Et finalement, ce que je me suis dit, c'est qu'on est tous plus ou moins un petit peu comme ça. Mais c'est souvent compliqué de le dire. Et vous parliez de la masturbation, très justement. C'est un sujet, même avec nous-mêmes, on a du mal à l'évoquer. Et je me suis dit, en fait, que ce serait intéressant de... Ce serait intéressant justement d'en parler, parce que finalement on en parle assez peu entre nous, entre copains, en famille, c'est encore autre chose. Et donc là voilà, c'était l'occasion. Donc je suis ravi que vous ayez trouvé ça magique, parce que c'était aussi un petit peu l'idée, que autant que possible on se sente un petit peu dans la peau de ce Reda, et qu'on se dise voilà, il me ressemble un petit peu, et qu'on est tous finalement un petit peu comme lui. Et pour répondre à la question sur le titre, j'ai beaucoup de chance. Les 3 livres qui sont, les 2 qui sont publiés, et celui qui va être publié en septembre si tout va bien, j'ai choisi le titre, et le titre a été conservé. Souvent les maisons d'édition choisissent le titre. Je trouve ça terrible. C'est comme si on faisait un enfant et que quelqu'un d'autre lui donnait un prénom. J'ai jamais vraiment compris pourquoi est-ce que ça fonctionnait comme ça, mais c'est souvent le cas. Donc moi j'ai beaucoup de chance. Et le titre, en fait, Nasser Aghenif qui est là, je lui dois en fait ce titre-là, parce que j'ai essayé de me renseigner. C'était comme on disait tout à l'heure, au moment où je lisais assez peu, mais j'ai lu en fait son livre, Le féministe et les garçons arabes, c'est ça, ou alors plutôt La féministe et les garçons arabes. Les féministes, voilà, pardon. Et il y a cette formule du régime de l'effraction. Et c'est vraiment une formule qui m'a frappé. Et j'ai eu le sentiment en fait que c'était tellement juste qu'on avait tout le temps le sentiment d'être là par effraction. Enfin, quand je dis les franco-maghrébins, je suis né à Paris.
Enfin, j'ai beaucoup plus de liens avec la culture française, avec le territoire français qu'avec l'Algérie. Bien que j'adore l'Algérie, mais enfin, je suis né à Paris, j'ai fait mes études à Paris. Enfin, je parle français depuis tout le temps. Je parle très très mal arabe, kabyle, c'est encore plus difficile pour moi. Mais malgré ça, j'ai toujours le sentiment en fait d'être là par effraction. Pas toujours, mais en tout cas, ça peut arriver. Et autour de moi, quand j'ai interrogé justement les jeunes qui donc eux sont là depuis encore plus longtemps, enfin on va dire depuis plus de générations que moi, parce que moi je suis venu de la deuxième génération, donc de mon père et de ma mère, et eux ont aussi ce sentiment-là. Et je me suis dit en fait que l'effraction, et en plus ça se prêtait très bien au déroulement de l'histoire où finalement on va pas raconter pour ceux qui n'ont pas lu, mais il y a une sorte d'effraction de la part en fait d'Edouard en fait quand il arrive chez chez Reda pardon, et ce qu'il y fait. Et je me suis dit qu'en fait le titre était parfait et que ça devait être absolument ce titre-là. Donc j'en profite pour vous remercier. Et voilà comment est-ce que justement le titre s'est imposé à ce livre. Ça s'est fait vraiment naturellement et aussi peut-être que ce que ça dit que, comme vous disiez tout à l'heure, on a besoin de lire à un moment parce qu'on s'inspire beaucoup en fait de ce que font les autres, de ce qu'écrivent les autres et c'est très bien, ça circule et merci, ça circule et tant mieux. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter 2 petits points. Oui, c'est vrai qu'on a besoin de lire, mais on n'est pas obligé de lire, la preuve, hein. Vous avez réussi à écrire tout à fait sans avoir lu avant. Et c'est surtout qu'on voit que se rencontre l'expérience personnelle, ce qu'on vit, et le besoin d'expression, d'exprimer ce qu'on a vécu, et de trouver la voie pour l'exprimer, comme vous l'avez dit aussi. Alors, ce sentiment, moi je trouve que le terme effraction résonne à plusieurs niveaux, exactement. D'abord, ne réservons pas ce sentiment d'effraction aux binationaux maghrébins, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont ce sentiment d'être en effraction permanente, alors qu'ils n'ont aucune raison de l'être plus que d'autres. Hein. Voilà, ils sont aussi lointainement légitimes sur le sol français que d'autres. Et puis ensuite, moi je trouve que dans votre parcours, c'est intéressant parce que vous étiez en train d'écrire quelque chose et ce texte que vous écrivez a fait effraction dans ce que vous écrivez, dans ce que vous étiez en train de faire. Il s'est imposé comme quelque chose de nécessaire absolument. Et je trouve que ça illustre vraiment cette fonction, comment dire, politique de la littérature. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une action dans la cité en soi, l'exercice lui-même. Vous êtes vraiment dans ça, non pas dans le discours, mais vraiment dans l'action. Hein. L'acte d'écrire est un acte chez vous qui est véritablement politique, puisqu'il trouve sa place dans la cité et qui peut agir sur Ezra avec autant d'efficacité. Et je trouve ça formidable pour nous, lecteurs. C'est vrai que j'avais jamais fait attention, mais que le livre est arrivé par effraction aussi dans celui que j'étais en train, dans le déroulé. Et donc je le remarque maintenant. Enfin, merci de me le faire remarquer. C'est vrai que j'avais pas fait attention, donc je pense que c'est un titre juste. Et donc voilà, je m'en réjouis une fois de plus. Merci. Hein. Et j'ai même pas pensé en fait à un autre titre pour ce livre. Ça a été comme une évidence, comme pour La Barbe. Et pour La Barbe, d'ailleurs, c'est assez drôle. C'est que souvent, les gens pensent que le livre s'appelle La Barbe parce que je me suis laissé pousser la barbe. Mais ce serait trop facile. En fait, La Barbe, ce que je trouve intéressant dans ce titre-là, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et en fait, c'est la pilosité qui arrive, enfin, en tout cas pour nous les hommes. Et voilà. Mais enfin, voilà, La Barbe, c'est ça, en fait. Et souvent, les gens... me l'ont dit ou alors pensent ah bah voilà, c'est parce que vous étiez à la mosquée, vous avez laissé pousser la barbe. Oui, mais à peine. Et la barbe aussi, c'est un petit peu le ras-le-bol, passer d'une situation à l'autre, etc. Et donc le choix d'un titre, c'est parfois en fait le titre s'impose. Par exemple, pour le livre sur mes parents, s'appellera Tu n'habiteras jamais Paris. Et c'était pas du tout c'était le titre d'un chapitre. Et finalement, en fait, le titre s'est imposé en fait à ce que ça devienne le titre du livre.
Et je trouve que c'est tellement juste que ça résume tellement en fait l'histoire. C'est l'assistante sociale qui dit à mon père, donc c'est dans le premier chapitre en fait, donc mon père est là depuis 63 et il est dans une chambre avec une quinzaine de cousins à Paris dans le 20e à Ménilmontant, et puis à un moment sa femme vient et il est hors de question de la faire vivre dans ces conditions-là, et donc il va demander un peu d'aide à l'assistante sociale, et il lui dit bah voilà, ma femme est là et maintenant il faudrait en fait peut-être nous aider à trouver un appartement un peu plus grand, un studio de 14 mètres carrés, hein. Et l'assistante sociale lui dit mais bien évidemment monsieur Benalla, avec grand plaisir, mais en banlieue. Vous irez en banlieue, vous aurez toute la place que vous voudrez, etc. Et mon père, en fait, était maçon et a construit Paris. Et c'est vraiment... d'ailleurs, c'est très intéressant d'interroger, en fait, une fois de plus, le réel, en fait, d'interroger ceux qui vivent les choses. C'est que j'avais jamais pensé ça, en fait. Mon père est un amoureux de Paris, quoi. C'est un amoureux de la pierre. Enfin, voilà, il passe son temps à dessiner des plans. Je pense que s'il avait été à l'école, il serait devenu architecte. Et en fait, il adore ça. Et à un moment, il m'explique que pour lui, quand on leur a demandé, d'ailleurs c'est très intéressant, il m'explique que quand on leur a demandé à ces immigrés en fait du Maghreb de venir en fait détruire le Paris qu'il y avait quand ils sont arrivés pour faire un peu tous ces nouveaux bâtiments, un peu HLM, etc. Et pour lui, c'était un crève-cœur. C'était extrêmement difficile de mettre ses coups de pioche, de détruire cette ville en fait qu'il adorait. Et donc l'assistante sociale lui a dit on va vous donner tous les mètres carrés que vous voulez, mais elle lui a dit, parce que mon père s'appelle Bouzid, elle lui dit Bouzid, tu n'habiteras jamais Paris. Il faut que tu te mettes bien ça dans la tête. Donc finalement, il y a réussi, hein, il a toujours vécu à Paris et moi j'y suis né. Mais voilà, le titre en fait, c'est pour ça que je pense, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait militer pour ça. Enfin, un titre, normalement, c'est la personne qui a écrit le livre qui... Enfin, c'est terrible, quoi, ça ne m'est encore jamais arrivé. Je crois que ça me ferait mal. Et finalement, en fait, voilà, le titre dit tellement de choses du livre que parfois il s'impose à lui-même. Une question. Oui, là-bas. Messieurs, dames, bonjour. Merci pour la présentation. J'ai deux questions sur les deux livres. Le premier, pourquoi c'est la barbe? C'est pas autre chose. Pourquoi vous avez choisi l'intitulé La barbe? Pas le chramis, par exemple, pas le manteau, c'est pas. Et la deuxième question sur le deuxième livre, peut-on considérer ça comme défense contre la discrimination au sein de la communauté française vis-à-vis des étrangers? Merci. On vous fait travailler, désolé. L'amour, il est gentil. Il rend sa dette. Moi, je marche. Alors merci de votre question. Donc pourquoi la barbe justement? Parce que je trouve que c'est, comment vous dire, c'est ce qui, selon moi, disait le plus en peu de mots, un petit peu la situation un peu, comment dire, un peu fragile que j'ai vécue à ce moment-là. Qui est finalement le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et finalement, en fait, la barbe, c'est ce qui caractérise extérieurement, en tout cas dans mon cas, ça l'a vraiment été, parce que j'avais une barbe, une très grosse barbe, grande barbe, énorme, etc. Et donc finalement, la barbe, en fait, c'était à sa place sur la couverture du livre, pour parler justement de cette évolution, de changement, de ce bouleversement. Et en même temps, il y a aussi tout le côté un petit peu ras-le-bol, parce que j'en ai vite eu assez, mais j'ai pas su justement comment l'exprimer, et donc j'ai laissé pousser ma barbe, et je l'ai gardée beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Mais j'ai eu beaucoup de mal en fait à l'enlever. Et voilà, je pense que c'est assez... voilà, il m'a fallu une dizaine d'années justement pour l'enlever. Et finalement, encore aujourd'hui, c'est une question que je peux me poser, et je pense qu'un collège de psychiatres en fait serait ravi de se la poser avec moi. C'est pourquoi j'ai mis tant de temps à la raser, alors que très rapidement, on va dire au bout de 2-3 ans, en fait, elle n'avait plus sa place sur mon visage. Mais c'était impossible en fait, c'était trop compliqué. Donc j'imagine que je me demandais comment les gens allaient m'accepter cette fois, ou plutôt ne pas m'accepter sans cette barbe. Enfin, j'avais l'impression qu'en fait elle faisait tout mon personnage.
Et c'est pour ça qu'en fait le titre a été celui-là, parce que cette barbe, je ne l'ai pas seulement portée sur le visage, je l'ai portée un peu partout ailleurs, donc sans mauvais jeu de mots ni rien, hein. Mais voilà quoi, en fait voilà, ça a été... Enfin, elle a pesé beaucoup plus lourd en fait que les quelques grammes de poils que j'ai trouvé à un moment, au moment de la raser, quoi. Voilà, elle pèse parfois beaucoup plus lourd. En tout cas, dans mon cas, ça a été le cas. Parfois, on a un vêtement ou alors quelque chose qu'on porte et qu'on imagine en fait être notre identité et qui finalement nous porte plus que nous on le porte, et c'est difficile de s'en séparer. Donc voilà pourquoi. Quant à la deuxième question. Ouais, j'imagine que c'était aussi pour dire un petit peu de la voix de ce Reda, qui pourrait être quelqu'un qui aurait un fort potentiel discriminant, hein, et ce serait pour donner la parole justement à un personnage comme ça, et qui finalement n'a pas forcément les mots, ou alors pas forcément en fait les oreilles pour entendre un petit peu sa colère autour justement des questions qui font qu'on le discrimine, c'est-à-dire son origine, sa religion, parfois le fait que ce soit un garçon, ça aurait été une fille, ça aurait été la même chose. Et donc voilà, c'est un petit peu un personnage qui essaye de raconter un peu ces choses-là, mais sans être un militant. C'est pas un militant, il le raconte dans l'intimité en fait d'un entretien donc avec Jean-François. Bien évidemment, c'est dans un livre, donc l'idée c'est que ce soit lu aussi. Mais Reda, j'ai voulu en faire quelqu'un justement qui n'a pas forcément conscience, une conscience politique en fait, des discriminations qu'il peut subir, ou alors des discriminations que lui peut faire subir à d'autres. Parce qu'il l'explique à un moment, par exemple, par rapport aux homosexuels, il dit pour lui, il ne veut pas en entendre parler, c'est quelque chose qui ne veut pas entrer dans sa vie, parce qu'il ne sait pas comment en parler. Et donc finalement, il les discrimine d'une certaine manière par la force des choses, parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Mais l'idée, en fait, c'était vraiment de ne pas en faire un militant, mais d'en faire quelqu'un en fait, qui se confie à quelqu'un d'autre, vraiment dans l'intimité d'un entretien. Et d'ailleurs, il le demande à Jean-François, il lui dit on fait comme on a dit, je reste anonyme. Je ne veux pas en fait que ça se sache ce que je vais te dire. Et voilà, l'idée en fait c'était de parler de ce sujet-là, mais sans en parler avec le drapeau qui flotte, 3000 porte-voix autour, etc. Question ? Ouais, il faut profiter. Hein. Non, non. Ah, bien sûr. Non, il faut faire ta voix. Ah oui, pour la caméra. Voilà, pour la caméra. Merci. Est-ce que vous avez publié en Algérie d'ailleurs ce livre-là ? Le 2. Je me demande plus pour la barbe, curiosité. Si vous avez une moyenne. Non, en fait, non, c'est publié ici, mais je reçois assez régulièrement des messages de lecteurs algériens en fait, et qui sont désolés de ne pas pouvoir soit le trouver, ou alors pour eux en fait c'est trop cher, mais c'est surtout en fait difficile à trouver. Donc voilà, je reçois des messages en fait, mais il faudrait me poser la question à la maison de l'édition, mais c'est diffusé donc en France, au Canada, en Suisse, au Luxembourg, dans pas mal de pays comme ça, mais au Maghreb en fait, malheureusement non. Dans votre intervention, j'ai cru entendre que vous êtes né à Paris, vous avez fait toute votre enfance et tout votre parcours en tout cas, si j'ai bien compris. Donc ma question est de savoir dans quelle catégorie d'auteur vous classeriez-vous, c'est-à-dire soit un écrivain français ou un écrivain francophone. Et ma seconde question, c'est de savoir si vous faites une différence entre une littérature française et la littérature francophone. Alors je me définis comme un écrivain joyeux. Voilà, ça c'est dit. Mais pour répondre à votre question, c'est une question en fait qu'on m'a déjà posée. Et pour être tout à fait sincère, j'ai posé cette question à ma compagne juste avant d'arriver ici. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je dis si on me pose la question ? Parce qu'on va me la poser. On n'a rien dit. Hein. Et donc elle me dit, tu feras comme d'habitude, tu diras ce que tu as envie de dire. Donc voilà, donc en fait, comment vous dire ? La question pour moi elle se pose pas au niveau d'être un écrivain français ou un écrivain francophone. Pour moi elle se pose même peut-être encore avant, est-ce que je suis en tout cas pour certains en fait considéré comme un écrivain,
Souvent, on m'a invité ou alors on m'invite pour être, surtout pour la barbe, moins pour les fractions, mais encore, comme un peu un témoin d'un événement ou alors d'une expérience. Souvent pour la barbe, en fait, je suis le repenti. Voilà, un repenti en fait qui témoigne de son repenti alors que je ne me repentis de rien, je n'ai absolument rien fait de répréhensible. Enfin voilà, j'ai fait de mal à personne, mis à part à mes parents parce que je les ai fait courir. Mais enfin voilà quoi, je suis pas, tout va bien quoi à ce niveau-là. Mais c'est souvent comme ça que je suis décrit. D'ailleurs, l'un des articles en fait pour les fractions, parce que ça continue. L'un des articles en fait pour les fractions dans Le Point, donc un journal assez sérieux, en tout cas j'espère, qui écrit un islamiste repenti répond à Édouard Louis. Donc voilà, je ne suis pas un écrivain, je suis un islamiste repenti qui répond en fait à un autre auteur. Et finalement en fait pour moi la question n'est même pas de savoir si je me considère, enfin si on me considère comme un écrivain français ou francophone, c'est est-ce qu'on me considère comme un écrivain. Ça commence là. Et pour répondre en fait à votre question, en tout cas essayer de le faire, je sais pas en fait, je comprends en fait je commence à comprendre la différence, mais j'en suis pas là parce que dans mon petit cheminement personnel, je suis encore un peu cet adolescent qu'on a réaccepté à l'école et finalement en fait la littérature et l'écriture, ça me plaît beaucoup pour ça. C'est comme si on me disait, bon ok, la porte serait ouverte 20 ans après, donc maintenant, vas-y, amuse-toi, va à la bibliothèque, prends les livres, écris, fais tes devoirs, fais tes exercices, etc. Je m'en rends compte maintenant, ça m'a manqué. Et finalement, en fait, je suis déjà très content de pouvoir écrire, d'avoir justement un espace pour m'exprimer. Et voilà, maintenant, est-ce que je suis un écrivain français ? Oui, parce que j'ai la nationalité française. Maintenant, est-ce que je suis un écrivain francophone ? J'écris en français. Donc, je ne sais pas, en fait, pour tout vous dire, c'est un peu comme pour la culture. J'essaye de ne pas dire trop de bêtises et de ne pas en écrire aussi non plus. Mais parce que j'en ai dit beaucoup par ailleurs et je dois continuer d'en dire. Et donc, voilà, quoi, c'est pas forcément une question que je me pose, mais c'est une question qui peut se poser. Et vous avez eu raison de le faire. Mais certainement qu'on pourra mieux vous répondre que moi. Alors, moi, je voulais parler de la réception de vos livres, en tout cas. En tout cas, de la barbe qui a été un petit peu moyenne vis-à-vis des événements qui étaient à l'époque, en janvier 2015. Donc, il y a déjà ça. Et ensuite, vous avez parlé d'une petite histoire avec Le Seuil qui a refusé de vous éditer quand vous vouliez répondre donc, à l'auteur qui a écrit l'histoire de la violence. Et je crois que votre propos de défendre une communauté biculturelle les a quand même un petit peu dérangés, disons les choses clairement. Et donc, cette blessure est déjà là. Donc, ce qui vous préoccupait est là, et en plus, ça, on vous en rajoute. Mais en plus, il y a les médias qui, justement pour rejoindre mon camarade, par exemple dans le Figaro, parce que j'ai téléchargé l'article, qui dit à la fin, mais voilà, il aime les lettres, il veut écrire « Bienvenue en France ». Et ça me dérange énormément et je me dis que finalement, est-ce que les médias ne seraient pas en train de centraliser la littérature française dans ce qui est bon et donc de l'essentialiser? On prend ce qui est correct, ce qui nous semble bon, ce qui travaille la République, c'est français, et ce qui nous dérange un petit peu, on l'exclut tout simplement. Merci de votre question. Donc, comment vous dire ? Les médias. J'ai eu une expérience en fait au niveau de la réception donc des livres qui est ce qu'elle est. Moi, je la trouve très intéressante parce que ça m'a permis justement de rencontrer des journalistes et de rencontrer des journalistes en fait très gênés parfois. Donc, qui parfois écrivent ou alors travaillent en fait pour de très grands groupes de médias. Donc vous avez parlé du Figaro, mais ça a été pour Canal+, pour des grandes chaînes, etc. Et en fait, qui me disaient, on a très envie de parler de ton livre, surtout vu le contexte, mais on ne sait pas comment faire. Pourquoi ? Parce que dans ton livre, en fait, il n'y a pas de prise
pour justement taper sur un tel ou ceci, cela. C'est vraiment une expérience personnelle. J'ai essayé de l'écrire de la manière la plus sincère et fidèle possible, en me disant que peut-être que ça aiderait certaines personnes à comprendre ce qui se passe dans la tête d'un jeune qui vit ce genre d'expérience. Et j'ai eu vraiment de nombreux journalistes, certains sont même devenus des amis, et qui m'ont dit que ça a eu du mal à passer en fait à ce qu'on appelle la conférence de rédaction. Et il y a pas mal de papiers qui sont là sur leur ordinateur, qui attendent justement d'être publiés. Et c'est pareil aussi pour les invitations. Plusieurs fois, on a voulu m'inviter, mais je n'entre pas dans la case. Et soit il faut que je sois le mec qui tape vachement fort sur l'islam, les musulmans, ce que j'ai été, etc., ce que je ne suis pas. Ou alors, soit il faut que je sois complètement larmoyant en disant merci la France, vous m'avez sauvé, c'est trop génial, qu'est-ce que j'aurais fait sans vous, etc. C'est aussi la même chose. En fait, pour eux, en fait, c'est compliqué. Alors que par ailleurs, ils adorent le livre. Et moi, ce que je leur répondais parfois, avec beaucoup d'audace, dites juste que c'est un livre et que c'est un écrivain qui l'a écrit. Oh non, que penses-tu? Voilà, tu parles d'islam, de mosquée, il faut y aller vers cet angle, etc. Et pour aller même un petit peu plus loin, j'ai été approché par des professionnels aussi du cinéma et qui voulaient aussi, même qui veulent adapter ce livre-là, mais pareil, qui me disent en fait, on ne sait pas comment le prendre ton livre. Parce que c'est marrant alors qu'on parle d'un sujet entre guillemets anxiogène, parce que tu as eu cette expérience en fait religieuse extrêmement poussée, mais qu'après tu en as fait autre chose, parce que tu es en même temps devenu écrivain et puis tu as été repéré par l'un des historiens les plus importants en fait de l'époque. Enfin voilà, à chaque fois il y a un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais malgré ça, quand même, il y a eu quand même une réception médiatique que j'ai trouvée très intéressante. Par exemple, il y a un article que j'aime beaucoup, qui pour moi est l'un des meilleurs articles en fait, d'un journal qui s'appelle Article 11. C'est un journal anarchiste. Et donc j'ai été contacté par le rédacteur en chef de ce journal et qui m'a dit voilà, je suis gêné parce que bon, moi je suis anarchiste, ni Dieu ni maître, un peu pour faire un peu dans le raccourci, mais en même temps ce que vous dites dans votre livre c'est tellement ce que moi j'aurais pu vivre. Puis on a discuté pendant 3 heures et il a fait un article que j'ai trouvé très juste, et surtout l'illustration. D'ailleurs le dessinateur m'a offert l'original. Quand vous tapez sur internet, vous voyez en fait cet article là, il y a un dessin qui me représente et qui me représente avec la crête d'un punk. Et j'ai trouvé ça tellement juste, vous voyez. Et en fait, la réception médiatique en fait est très intéressante aussi pour ça, parce qu'il y a ce genre de rencontres. Et parce qu'il y a ce que vous n'avez pas vu, il y a tous ces journalistes qui se disent j'aurais tellement aimé écrire de cette manière-là, différemment, mais à un moment, la conférence de rédaction, en fait, on leur dit non. Ça ne passe pas. On veut du repenti, on veut du larmoyant, ou alors on veut... c'est pas une généralité, hein, mais c'est une réalité. En tout cas, c'est une réalité que j'ai vue, que j'ai connue. Donc voilà, on en est là. C'est pas facile pour eux aussi, parce que parfois, tu te retrouves dans cette situation, tu as écrit ton article, et puis tu as très envie en fait que ton article passe, parce que tu as envie d'en parler d'une manière différente, mais il ne passera jamais parce que justement... il faudrait que ça en parle d'une autre manière. Mais voilà, et pour les fractions, c'est peut-être même encore un peu différent, parce que les fractions, moi ce que je voulais avec ce livre, c'était susciter justement l'échange avec l'auteur d'Histoire de la violence, et voir comment est-ce qu'on pourrait discuter un peu de ces sujets, de sa perception, de la mienne, et enfin de celle de ceux qui nous lisent. Et finalement, donc, il n'a pas voulu qu'on se rencontre et qu'on en parle. Donc ça a fait un petit peu pchit, mais je ne désespère pas. Peut-être que le 3e lui donnera envie. Enfin voilà, ce qui est intéressant avec les livres, c'est que ça reste. Et finalement, en fait, la perception médiatique est un petit peu à l'image de la difficulté en fait qu'ont beaucoup de journalistes aujourd'hui à justement dire les choses comme ils ont envie de les dire, comme ils ont envie de les sentir, sans être forcément pris par le rythme et par le temps. Vous voyez, là, je lisais un article hier, il y a eu ce fameux attentat là, terrible en fin de semaine, et il y avait un article hier ou ce matin où en fait des journalistes sont venus et dans la cité de ce garçon qui a tué les personnes, et j'imagine en fait la scène parce que moi je l'ai vécu, et ils sont venus et tout de suite avec le micro, alors dites-nous, il était gentil, il était méchant, hein. Les mecs, on n'est jamais venu leur parler, on s'intéresse pas à eux. Enfin, et eux, les journalistes, en même temps, c'est compliqué pour eux parce qu'on leur dit c'est là que tu vas maintenant. Et si tu veux manger à la fin du mois, on veut cet article parce que tout le monde va le faire. Imaginez-vous la position. Et c'est souvent des journalistes qu'on envoie au feu comme ça, qui sont assez jeunes, qui sortent d'école de journalisme, qui doivent faire leurs preuves. Enfin, c'est compliqué. Et après, ils se sont fait un petit peu insulter. Enfin voilà, les gens leur ont dit cassez-vous, alors on vous tape dessus.
vous voyez, alors après, quand vous lisez cet article, vous vous dites, oh là là, les salauds de journalistes, et en même temps, oh, les salauds de jeunes. Enfin, c'est pas aussi clair que ça. C'est pas aussi simple. Donc voilà, malheureusement, on en est un petit peu là aujourd'hui. Il y a crispation au niveau de l'information. Mais c'est pour ça que la littérature aussi est très intéressante, parce que justement, ça permet de raconter toutes ces choses-là de manière beaucoup plus apaisée. Et finalement, un livre reste. Vous voyez ? Et donc voilà, quoi, c'est un pouvoir qu'on a entre les mains, et profitons-en pour l'utiliser à bon escient. Oui, alors. Mon cher étudiant. Horreur et damnation. Non, mais je voudrais juste... tout ce que tu as dit, Omar, est très, très intéressant sur les médias, parce que, à la question d'Alassane, parce qu'on parle beaucoup de ce que c'est qu'un auteur francophone ou pas, et qui est autorisé, légitimé à nommer et catégoriser un tel. Toi, c'est extraordinaire. Un islamiste repenti. Et le Bienvenu en France, merci beaucoup, Myriam, c'est superbe. C'était le premier article, Le Figaro. Bon, moi, je crois que... Après, c'est Le Figaro. Enfin, voilà. Et pourtant, Le Figaro... Il y a des contraintes. Oui. Moi, excuse-moi de t'interrompre, c'est vraiment pas pour t'interrompre, mais ce que je trouve très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que c'est compliqué. Parce que les journalistes aussi ont des pressions. On a un de nos camarade qui est intervenu dans le séminaire et qui expliquait comment faire accepter un article. Hein. Donc vous voyez cette complexité de faire accepter un article quand on veut quitter les rails. Comment on fait pour quitter les rails déjà un petit peu dessinés? Et je trouve que c'est vraiment très complet ce que vous avez dit sur toute la complexité de ce monde, de votre côté, à vous et écrivains, du côté des journalistes, du côté des médias en général, des positionnements des uns par rapport aux autres, etc. Et merci de nous avoir donné cette image de la complexité de tout cela, quoi. Voilà, merci. Une petite question, hein. Et après on va conclure. Avant de vous laisser le micro, je voudrais juste dire une chose par rapport à ça. Parce qu'avec La Barbe, ce qui a été intéressant, et ce qui est intéressant, c'est que le livre est sorti le 15 janvier. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se serait passé début janvier. Et finalement, ça a été le premier livre, juste après, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur le sujet, après vous imaginez, et dès la rentrée de septembre 2015. Mais ça a été le premier livre, en fait, qui a parlé un petit peu de ces sujets-là, je vais y arriver, de jeunes franco-maghrébins, musulmans, qui s'intéressent à la religion, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne s'y attendaient pas, et qui ne s'attendaient pas au ton de ce livre. Parce qu'il y a eu d'autres livres qui ont été faits, vous lisez deux, trois pages, même vous avez peur, même quand vous avez connu ça à l'intérieur, vous dites « Oh, j'ai eu de la chance de m'en sortir ». Et finalement, en fait, je pense que ça a été pour eux assez compliqué. Mais parallèlement à ça, il y a eu pas mal d'articles, par exemple l'article du Figaro. Une fois de plus, rien n'est simple. L'auteur, en fait, est venu, l'auteur de l'article, et donc il est venu à la maison, et puis on en a discuté. Et il a fait un article que je trouve, moi, plutôt élogieux, voire même très élogieux. Mais il y a juste ça à la fin. Vous voyez, bienvenue en France. Et en fait, si j'ai envie de dire, il en est là, tant pis pour lui, j'espère qu'il évoluera. Et c'est aussi ça, une société, c'est qu'on essaie chacun à chaque fois d'apporter... s'il en est là, c'est peut-être qu'il n'a pas connu beaucoup de personnes comme moi, et que c'est peut-être l'occasion, en lisant ce livre, de changer un petit peu sa manière d'écrire, son état d'esprit. Moi, je crois beaucoup plus en ça, plutôt que de dire « Ah non, salaud, Figaro ». Moi, par exemple, pour le Figaro, on m'a conseillé de ne pas répondre à ce monsieur. Ça a été la première demande qu'on m'a faite. Et moi, je lui ai répondu, puis je l'ai accueilli à la maison. Il est venu, et puis on en a discuté, et puis voilà, ça a fait l'article que ça a fait. Après, c'est plus entre vos mains. Qu'il écrive ça à la fin, qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous voyez? Mais après, je pense qu'il faut le prendre pour ce que c'est. Il y a beaucoup de complexité de leur côté. Il y en a aussi... et pour eux, La Barbe, en fait, ça n'a pas été, surtout dans cette période-là, où il fallait en parler. Ça n'a pas été facile pour eux d'en parler de cette manière-là. Mais parallèlement, en fait, il y a eu toute la réception invisible, et qui a été véritablement, et qui est encore excellente. J'ai jamais eu un message, en fait, négatif autour de ce livre. Et j'en ai eu des messages, hein. Sur Facebook, etc. Enfin voilà quoi. Et beaucoup de parents, j'ai même eu en fait les personnes qui sont encore dans le mouvement où j'étais avant, et qui m'ont dit, on y a été d'ailleurs avec Jean-François à la mosquée de Saint-Denis, et qui m'ont dit en fait, voilà, on lit ton livre, ça nous a beaucoup plu, mais tu peux nous en dire plus. Enfin voilà quoi. Ils ont des grandes barbes, etc. Enfin, si vous les voyez maintenant, limite vous changez de trottoir. Donc voilà, il y a eu cette bonne réception des deux côtés, mais invisible.
Et ça, malheureusement, en fait, on n'en parle pas forcément tout le temps. Parce que quand on clique, on tape un nom, on voit tout de suite en fait, les occurrences qui sortent. Et c'est pour ça que c'est intéressant parfois d'inviter les gens comme vous le faites, et je vous en remercie, pour entendre un petit peu l'autre versant de l'histoire, et qui finalement dit souvent plus de choses que quelques lignes dans un article. Excusez-moi. Je termine ma phrase parce que Françoise m'a interrompu. Mais non, mais c'est bien parce que c'est important pour les étudiants là, de master. Vraiment, c'est important. C'est-à-dire que cette idée que la littérature, c'est un espace, c'est un territoire où se réécrivent les histoires. Et je crois que ce que tu as dit beaucoup de choses intéressantes, j'aurais bien aimé rebondir là-dessus. Tu as dit, pour le 19e, pour le Creusois, tu es parti lire. Donc, tu es parti dans les archives et tu es parti dans le visible parce qu'on connaît l'histoire. Et je me dis, là où tu es très fort dans la barbe, c'est que tu casses la vision binaire où on s'attendait à ce que la barbe, ce soit le récit du repenti islamiste, super. Or, c'est beaucoup d'humour, beaucoup de distance. La preuve, tu dis que même les musulmans, entre guillemets, les pratiquants l'ont très bien reçu, même s'ils parlent de masturbation, parce que je veux dire qu'ils parlent de tout. Il a tout fait au top chrono. Hein. On regarde des titres, en 10 chapitres assez courts, le type a tout fait. Il a vécu toutes les vies, etc. Et je me disais que, justement, je crois que là où ce que tu as fait, ton point fort, comme Hassan qui est ici présent avec son livre dont il nous a parlé samedi dernier, et j'espère qu'un jour vous serez là tous les deux pour parler de ça, peut-être dans un mois ou deux. Et votre point fort, c'est que en fait, vous essayez de rendre visible ce qui peut paraître visible pour tout le monde, à savoir l'actualité, les immigrés en Europe, les Maghrébins en France. En fait, tu essaies de montrer que ce que l'on voit, c'est pas ce qu'on voit. Et je crois que c'est ça le point fort. Je crois vraiment, c'est-à-dire le paradoxe. On a l'impression que les sociologues ont tous travaillé l'histoire de l'immigration, etc., etc. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas ce qu'on voit. Et donc, toi, c'est ce que tu montres. Là, en lisant La Barbe, tu en ressors, tu te dis, mais finalement, il a vécu une super histoire, ce type. C'était pas du tout un violent. Il a goûté au langage, il a goûté au verbe, à ce pouvoir de parler à des gens et d'être suivi et d'être écouté. Tu vois, et on en ressort, on se dit, mais il est où le terroriste ? Il n'y a rien. Donc tu vois, donc tu casses totalement la vision binaire. Et dans cet espace, dans ce territoire de la littérature, tu injectes une autre histoire. Et ça, c'est très, très important, je pense. Même si, pour l'instant, on parle d'islamistes repentis, je pense que dans pas longtemps, tu vas devenir un grand écrivain. Juste, je veux rebondir, je vous promets, je vous passe le micro après. Vraiment. Mais ce que tu dis, en fait, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, on pense justement à ceux qui sont terribles, qui sont des monstres, etc. Et l'idée, en fait, de La Barbe ou de l'Effraction, c'est de leur donner justement une image beaucoup plus réelle. Et finalement, c'est des gens qui vivent aussi des choses qui valent le coup d'être vécues, extraordinaires. Et ce que je fais avec le récit de mon ami Alex, en fait, sur le coaching sportif, c'est aussi le contraire. Parce que pourquoi est-ce que j'ai voulu parler d'un sportif de haut niveau et quelqu'un qui travaille avec des sportifs de haut niveau ? C'est que souvent, en fait, les jeunes... on parle des jeunes des quartiers, mais les jeunes en général, en fait, le rêve, c'est un peu le footballeur professionnel, c'est celui qui a une vie de rêve avec tout ce qu'il faut. Et en fait, en discutant avec quelqu'un qui vit ça de l'intérieur, qui lui-même a été un sportif de haut niveau, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. C'est un cauchemar au quotidien, au niveau de la santé, au niveau du corps, au niveau des entraînements, au niveau de la pression, enfin de plein de choses. Et je trouve que c'est intéressant d'en faire un livre parce que cette fois, c'est le contraire. Ceux dont tout le monde rêve, finalement, raconter en fait un petit peu, pas le cauchemar, mais presque de leur quotidien, ça sert aussi à ça, la littérature. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut nuancer parce qu'on prend le temps de le faire. Et écrire un livre, justement, quand on pose la question à n'importe qui, qu'est-ce que c'est pour vous en fait écrire un livre ? Les gens disent en fait ça prend du temps. Écrire un livre, généralement, ça prend du temps, mais ça prend pas seulement du temps parce que c'est long, c'est difficile. C'est parce que justement, on a le temps justement de nuancer les choses. Et profitez-en si vous avez envie d'écrire un livre un jour parce que vous avez le temps de le faire. Et voilà, ce temps-là permet justement la nuance. Donc profitez-en. Bonjour monsieur, et puis bienvenue chez nous et merci pour... Il n'y a pas de souci. C'est quand vous voulez, madame. Je voulais dire jusqu'où votre extrémisme religieux est-il parti pour que vous soyez un repenti ? Parce que quand je vous entends parler, et puis je parle de vous personnellement, je ne parle pas du personnage,
On sent que c'est une personne qui s'est un peu en sortie de la situation dans laquelle il vivait, alors que pour moi, dans la société, les gens qui ont de la barbe, ils ne sont pas forcément en train de souffrir. Il faut dire ce qu'il y en est. Il y a des gens qui sont très très épanouis dans leur religion, que ce soit l'islam ou que ce soit le christianisme. Donc je voudrais savoir l'extrême auquel vous êtes parti dans quand vous étiez avec la barbe et vous racontez votre histoire. Deuxième question, c'est une petite remarque. Je pense que vous ne pensez pas que ce livre est une expérience tout simplement personnelle et qui a pris trop d'ampleur politique et sociale et qui véhicule finalement beaucoup de messages de protestation et qui peut faire passer beaucoup de messages, et notamment sur la société ou sur l'immigration ou sur la religion, plein de messages qu'on est en train de vivre au quotidien. Et finalement, vous vous êtes pas vraiment rendu compte et vous n'avez pas... j'ai l'impression que vous parlez que du personnel, alors que pour moi, le message derrière est beaucoup plus important que ça. Et merci beaucoup. Parlons des extrêmes. On a encore 5 minutes ? Ouais, 5. Alors là où je suis allé le plus loin dans mon extrémisme, comme vous dites, c'est quand, lors du premier voyage que j'ai fait en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, donc justement pour aller suivre ceux qui étaient dans ce mouvement-là, j'ai passé je ne sais pas combien de semaines ou de mois en fait, avant d'appeler mes parents et de les prévenir en fait que tout allait bien. À l'époque, le Pakistan, c'était un peu la Syrie et l'Irak d'aujourd'hui. Et à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux ni Internet. Et un coup de fil, en fait, ça avait énormément de valeur. Et encore plus d'un fils qui est à l'autre bout de la terre pour sa mère. Donc souvent, quand on parle d'extrémisme, c'est vrai qu'on parle des faits, on parle de faits terribles, on parle d'assassinats, de bombes, de terrorisme, etc. Mais il y a beaucoup de jeunes, moi en tout cas des jeunes que j'ai rencontrés et le jeune que moi j'ai été. Et quand vous discutez avec eux qui ont vécu cette expérience-là, qui ne sont pas allés jusqu'au meurtre ou l'assassinat ou le terrorisme, et en fait ce qui revient à chaque fois, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans les livres, et ça va peut-être répondre à la deuxième question, ce qui revient à chaque fois en fait, c'est s'il y a un regret dans cette expérience-là, c'est d'avoir été trop extrême avec ses parents. Et moi ça a été vraiment, c'est quasiment mon seul regret, j'ai pas d'autres regrets, mais c'est d'avoir de les avoir trop fait courir. Pour parler correctement et sans vulgarité. Et finalement, en fait, je me rends compte maintenant, en discutant avec eux, qu'ils ont énormément souffert de mon expérience à moi. Et en fait, ce que vous dites, c'est vrai que c'est aussi un message politique, alors que finalement, c'est quelque chose de très personnel que j'ai vécu. La plupart des messages que j'ai reçus, que ce soit pour la barbe et l'effraction, mais beaucoup plus pour la barbe, c'est des messages en fait de parents, de grandes sœurs ou de grands frères et qui me disent en fait en lisant votre livre, je comprends mieux ce qui se passe dans la tête de mon enfant ou de mon petit frère ou de ma petite sœur maintenant. Je le comprenais pas en fait. Au début, j'avais l'impression qu'ils étaient juste pris par une secte, donc il fallait que j'appelle, que je dise faites attention, il faut le ficher, etc. Et finalement, je me rends compte que c'est un gamin qui se cherche et qui, pour se chercher, à un moment, se laisse pousser la barbe, lit tel livre, ou, enfin, vous voyez. Et donc, je me rends compte que mon histoire personnelle, parce que je ne peux pas parler d'autre chose que ce que je connais, c'est difficile. Et sauf là, pour le personnage en fait creusois, je suis allé dans les archives, mais finalement, on pourra venir me dire non, tu t'es trompé, il n'était pas du tout comme ça, et on aura raison de le faire. C'est ma vision en fait de ce personnage-là. Mais pour moi, en fait, ce que j'ai vécu, je me suis dit que cette histoire personnelle, finalement, elle ressemblait beaucoup à celle que beaucoup de gens vivent au quotidien. Et finalement, la politique, c'est l'organisation de la cité. Et la cité, en fait, c'est nous. C'est les gens qui vivent à l'intérieur. Et finalement, je me rends compte d'une chose, c'est que souvent, il y a beaucoup d'incompréhension entre nous, ne serait-ce que dans nos familles. Moi, je le vois, dans ma famille, on est une famille unie, on s'adore, on commence à peine à se parler. J'ai 44 ans, vous voyez. On commence à peine à se parler, à se dire les choses entre adultes, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est vraiment le message de ce livre, et peut-être qu'on peut terminer par ça, c'est que finalement, c'est un dialogue que j'ai voulu aussi sincère que possible, de la part d'un gamin en fait, qui parle à ceux qui sont le plus importants pour lui, c'est-à-dire ses parents, sa famille. Et finalement, en fait, c'est cette sincérité peut-être qui manque. Aujourd'hui, on parle de la politique, on parle des médias, on parle des relations qu'on a les uns avec les autres. Et est-ce que c'est pas finalement un projet politique, la sincérité ? C'est pas facile à avoir, c'est pas facile à exprimer, surtout avec les très proches. Mais finalement, j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai avec l'écriture de ce livre-là, c'est que c'est un beau projet politique.
Donc voilà pourquoi est-ce que peut-être le personnel rejoint, ça devient magique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. S'il y a cette forme de magie et qu'on arrive à se parler, à se retrouver dans des situations alors qu'on ne se connaît pas, c'est peut-être parce qu'il y a une forme de sincérité que moi j'ai réussi à exprimer, que vous avez réussi à ressentir. Et c'est déjà pas mal pour un petit bouquin de 17 grammes. Voilà. Je crois qu'on va conclure et remercier tout le monde, Omar, tout le monde, la participation, les questions. On ne s'arrêterait pas, hein, franchement. Mais il le faut, je crois, quand même. Merci beaucoup. Et puis, je crois qu'on peut applaudir Omar.